les équipes pour que la caméra disparaisse complètement, il n'y a personne qui se retourne et qui regarde la caméra. Enfin voilà, il y a aussi tout ce petit aspect qui fait que voilà, parce que autant les vignerons sont des personnes qui sont exposées médiatiquement de manière régulière, parce que c'est des vignerons relativement connus, voire même très connus. Par exemple, Marie-Thérèse Chapa ou Elisabetta Foradori sont très connues et elles sont souvent tournées en images. C'est presque facile de tourner avec elles, mais par contre les équipes des domaines, ils sont moins exposés aux médias et là il faut vraiment qu'ils soient en parfaite confiance pour que on n'ait pas l'impression que c'est une caméra qui tourne. Et puis que, bon, l'avantage c'est que je suis souvent tout seul à interviewer, donc au moins ils n'ont pas l'impression d'avoir une énorme équipe derrière. Mais voilà. Après, sur le choix des vignerons, parce que c'est une question qui se pose régulièrement, ben, allez-y. Hein. Ah, voilà. C'est vu que c'est des questions qui reviennent tous les soirs. Le choix des vignerons, moi, c'est des personnes que je connaissais déjà en amont. C'était des amis déjà, et j'appréciais aussi leur vin. Marie-Thérèse Chapa, j'ai été son bras droit pendant 3 ans et demi, parce que c'est aussi mon métier d'être dans les vignes. Donc entre 2018 et 2021, j'étais son bras droit, donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Hélène Thibon, j'avais passé un été chez eux en 2014, c'est un peu le moment où j'ai commencé à décider de tourner le documentaire. Après, je suis allé faire les vendanges chez Elisabetta Foradori, donc j'étais un peu en cave, un peu en vigne. Et j'ai commencé à tourner quelques images à ce moment-là, et il y avait juste le dernier domaine à Vignonesi. On a fait le tour de l'Italie plusieurs fois avec Adriano Zago, parce que lui il est conseiller un petit peu partout en Italie. On s'est dit que ce domaine-là, tenu par effectivement cette Belge qui a racheté tout ça et qui a pu avoir les moyens de racheter, mais qui a aussi tout transformé quand même en biodynamie avec toute cette jeune équipe avec elle. On s'est dit que de mettre un domaine de 200 hectares très bien géré, parce que moi c'était très important que ce soit pas juste pour dire qu'on fait de la biodynamie pour du commerce. Non, là c'était vraiment, ils sont très impliqués toute l'équipe, et on s'est dit que 200 hectares, vu qu'à chaque fois on posait la question, de toute façon c'est pas possible de faire sur des grosses surfaces, on prouve par l'image que c'est possible. En plus on n'en parle même pas dans le film, il y a 100 hectares de céréales à côté, ils essaient d'avoir maintenant les vaches, ils essaient d'avoir tout ça, donc c'est quand même des beaux domaines et très bien gérés. Et il y avait encore une autre vigneronne qui commençait de rien du tout, on appelle ça hors cadre familial. Elle se trouvait en Valais, pas très loin de Marie-Thérèse Chapa. Et j'ai commencé à faire des photos, parce que souvent je prends du temps d'abord pour connaître les gens. On fait des photos, on regarde un petit peu, puis au moment de tourner les images, elle m'a dit qu'elle se sentait pas. Elle était vraiment au tout début de son domaine, et ça aurait pu être intéressant effectivement d'avoir quelqu'un qui se lance, parce qu'en plus elle est roumaine, elle s'installe en Valais, qui est un lieu qui est plutôt chauvin. Et aujourd'hui, elle est très reconnue dans le Valais. Peut-être qu'elle n'aurait pas fait le même choix aujourd'hui, mais à l'époque, c'était en 2014, elle m'a dit non, je ne me sens pas, quoi. Donc après, c'est aussi le respect. Et moi, j'avais déjà choisi tous ces vignerons, et une fois que j'ai commencé à tourner les images un petit peu partout, vu que c'était 3 mois sur chaque domaine, pour avoir toutes ces saisons aussi, et voilà, j'ai dû limiter voilà, au nombre de domaines. Et puis, voilà. Après, le film fait 1h20, il pourrait faire 4 heures, il y a plein de vigneronnes françaises, on pourrait aller au Japon, on pourrait aller en Nouvelle-Zélande, mais voilà. Le film fait 1h20 et c'est une volonté pour pouvoir parler un petit peu derrière et faire une dégustation à la fin. Oui, donc vous évoquiez tout à l'heure en préambule que votre premier documentaire datait de 2018, ou tout du moins votre... 2011, ouais, le premier. 2011. Justement, comment évolue donc ce monde de la viticulture? Est-ce que donc vous prenez une viticulture plus saine? Est-ce que ça évolue? Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres pour nous rassurer un petit peu, ça reste un épiphénomène qui n'évolue pas? Non, dans le monde de la viticulture, il y a quand même énormément de domaines qui sont très engagés en agriculture biologique et en biodynamie. Si je vous cite quelques noms comme ça connus, la Romanée Conti est en bio depuis 40 ans et en biodynamie depuis 20 ans. Château Palmer à Bordeaux est en biodynamie depuis plus de 10 ans, ils ont aussi les animaux sur la ferme et tout ça. Vous avez Château Latour qui est passé en biodynamie de ces 5 dernières années. Vous avez Château Pontécanet aussi à Bordeaux, pour les plus connus évidemment. Et puis après, par exemple, la marque Déméter qui représente l'agriculture, enfin qui représente une partie, parce que c'est une marque donc, qui, avec une certification, ça représente 1100 fermes en France, mais c'est 80%, 90% de viticulture. Et après, vous avez également Biodivin, donc là, ça représente quand même un peu des surfaces et ça augmente petit à petit. En sachant qu'on sait aussi les statistiques de la consommation de vin. On sait qu'aujourd'hui, un Français moyen consomme à peu près 58 litres de vin par an, enfin c'est la moyenne, hein. Donc il y en a qui consomment plus, il y en a qui consomment moins. Les jeunes générations consomment aujourd'hui entre 18 et 20 litres, ce qui veut dire que
potentiellement, dans quelques années, on va consommer moins mais mieux. En tout cas, c'est les chiffres qui le... Ce qui veut dire que les gens ils vont peut-être être plus à même de prendre une bonne bouteille de vin le vendredi soir, qu'ils vont consommer sur le week-end, qui vont payer peut-être un peu plus cher, mais il y a une éthique derrière, plutôt que de prendre en fait un verre de rouge tous les midis. Enfin voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc on sait que la consommation va aller quand même vers plutôt des produits de qualité, moins souvent. Et cette viticulture a plus d'avenir potentiellement, rien que déjà d'un point de vue statistique que... et par contre, on risque de perdre aussi des surfaces de vignes. Hein. Le Bordelais, là, qui sont en train d'arracher de manière spectaculaire. Moi, je suis vigneron en Valais. On sait que dans les 10-15 prochaines années, on va perdre 1000 hectares sur les 5000. Un cinquième du vignoble, il va être arraché, quoi. Parce que voilà, les gens consomment moins et voilà. Je pense qu'il y a moins de gens qui prennent le volant après avoir bu, alors qu'il y a une vingtaine d'années, c'était pas le cas. Voilà. Il y a aussi des choses qui sont pas si mal que ça évolue. On va juste vous donner le micro, enfin si c'est possible, parce que moi je vous entends, mais les gens en fait vont pas vous entendre quand ils sont de l'autre côté de la salle et je suis obligé de répéter la question. Je suis désolé, c'est chiant de parler dans un micro, mais c'est le seul moyen qu'on a. Oui, ça marche. Oui. Donc ce mode de production là change-t-il finalement le goût du vin? Parce que vous avez parlé par exemple de Château Latour, donc je suppose qu'ils ont un goût de leur vin qu'ils veulent préserver, donc en changeant leur mode de production, qu'est-ce que ça change? Bon, mis à part qu'il n'y a pas de produits chimiques. En fait, c'est souvent des... Enfin, Bordeaux a besoin de changer. Hein. Clairement, là, en ce moment, il y a une crise à Bordeaux. Il va falloir que ça change quand même un petit peu pour retrouver un peu des vins qui se gardent plus longtemps aussi. Et avoir des sols beaucoup plus vivants, où on n'utilise pas de désherbants, qui en fait ont tendance à chélater les sols et à les rendre... en fait, le sol, il est censé pouvoir produire sa propre matière organique. On va dire les sols de forêt, si on prend l'exemple, ils n'ont pas besoin qu'on amène des engrais. Alors que bah, en fait, en viticulture, en agriculture, de manière générale, là, maintenant, on apporte des volumes très conséquents d'engrais. Et là, le but, c'est de revenir un petit peu à un entre-deux, à apporter un petit peu de fumure, mais pas d'amener la quantité de fumure nécessaire de ce qu'on ressort. Et le sol joue son rôle et il produit ses propres azote, phosphore, potassium qu'on va retrouver parce qu'il va se retrouver dans le raisin. Si en fait tout cet azote qui est produit dans la même usine vient dans les vins, en fait on peut produire un Bordeaux en Chine parce qu'on va utiliser le même azote d'une certaine manière. Au niveau du goût du vin, finalement, on arrivait à une standardisation et le fait de revenir à une viticulture un peu plus respectueuse des sols notamment amène en tout cas à des vins qui ont un peu plus d'authenticité, qui représentent un peu plus ce qui se faisait avant les années 50 parce que bon avant en plus les vignes n'étaient même pas greffées. Donc il y a eu ce problème de phylloxéra qu'on n'explique pas du tout dans le film, mais il y a eu aussi une perte peut-être il y a une différence de qualité par rapport à ça à un moment donné aussi dans la vie de la viticulture en tout cas française. Mais alors ils n'ont pas besoin de faire ça pour vendre leur vin, hein, Château Latour, la Romanée-Conti, mais ils y sont allés parce que c'est des vins qui sont plus vibrants, qui sont plus parlants, qui s'expriment beaucoup plus facilement aussi et qui racontent une histoire. Moi je suis allé à la viticulture biodynamique par la dégustation. À force de déguster, je me suis rendu compte que ces vins, ils racontaient l'histoire du vigneron qui était derrière sans qu'on le connaisse. Au travers simplement de la dégustation, de tout le fruit qu'il amène, on peut imaginer plein de choses qu'en viticulture conventionnelle, où en plus derrière on va utiliser des levures sélectionnées, avec des bactéries sélectionnées pour faire la fermentation alcoolique, malolactique. On a tendance vraiment à standardiser. En plus, on va mettre des bois neufs derrière qui vont un petit peu maquiller les vins. Et en fait, qu'on fasse des vins ici ou ailleurs, c'est un peu la même chose, quoi. Et petit à petit, on revient à des vins un peu plus de terroir, chaque vigneron, si on met un même vigneron sur une même parcelle, deux vignerons sur une même parcelle, en règle générale, il ne va pas faire le même vin, simplement parce qu'on n'a pas tous la même manière de faire. Et plus on est en biodynamie, plus on a notre propre identité, et moins on va faire la même chose que son voisin. C'est aussi ça qui est intéressant, la curiosité. Dans le film, le fils d'Elisabetta Foradori il dit pas que c'est la biodynamie qui a fait changer sa mère, c'est la curiosité de sa mère qui lui a fait changer. Et c'est au travers de tout son parcours, de tous ces échanges qu'elle a pu avoir avec d'autres vignerons, qu'elle a pu en fait avoir des vins, notamment les vins en amphore. C'est vraiment lié à un premier vigneron qui lui a offert pour un anniversaire une amphore, et puis elle s'est dit mais là il y a vraiment quelque chose à trouver. Oui. J'ai vu que le micro il était J'ai une question simple. Est-ce que toutes ces techniques qui sont mises en avant dans ce film sont reconnaissables à travers un label?
je donne l'outil pour la suite. Alors oui, il y a donc déjà c'est des vins d'agriculture biologique, hein, premièrement. Avant d'être en biodynamie, il faut être en agriculture biologique certifié. Donc il y a le fameux logo, les étoiles du logo bio aujourd'hui, du logo européen, parce que le logo AB n'est plus reconnu au niveau européen. Et après, vous avez la marque Déméter ou la marque Biodivin qui certifie la biodynamie. C'est pas des labels très restrictifs. Enfin, il n'y a pas un cahier des charges extrêmement restrictif. Il faut être déjà en bio, donc plus d'utilisation de pesticides chimiques de synthèse à la vigne et au chai. Et en plus, il faut donc, on a le droit quand même d'utiliser du cuivre et du soufre, mais à des doses un peu plus faibles qu'en agriculture biologique. Et après, c'est au chai où il y a beaucoup moins de produits qui sont autorisés. Et plus on va vers, on va dire, l'agriculture biodynamique, moins on a de produits par rapport à l'agriculture biologique, moins les doses de soufre sont élevées. Il faut juste faire, vous avez vu la bouse de corne, donc il faut faire une bouse de corne à l'année, il faut faire une silice de corne dans la silice, et à un moment donné on voit cette poudre blanche, voilà, et après en fait chaque vigneron peut expérimenter plein d'autres choses à côté. Moi j'utilise beaucoup les thés de compost, les extraits fermentés, tout ça c'est pas une obligation, on n'est pas obligé de respecter le cycle lunaire par exemple. On va dire que pour donner par exemple sur des jeunes plantations, on a tendance plutôt à tailler en lune descendante parce que ça a tendance à mieux enraciner les vignes, mais on n'a aucune obligation de le faire. Des fois, il y a des gens qui disent oui, la biodynamie c'est une secte et tout, ils respectent. En fait, on n'a presque aucune obligation de plus que l'agriculture biologique, sauf justement ces préparations biodynamiques qui sont au nombre de 3 dans l'année, et le reste, après, c'est un peu notre libre choix et notre libre manière de penser. Évidemment, on a tendance à les suivre, mais on n'est pas obligé de le faire. Et il y en a qui font de la biodynamie beaucoup plus commerciale aussi, hein, il faut le savoir. Et puis un vin biodynamique n'est pas obligatoirement un très bon vin. Il y en a qui font aussi des choses qui sont moyennes, voire pas bonnes, et puis il y en a sûrement qui ne sont pas certifiés en biodynamie et qui font des choses très très bonnes. Voilà. Il ne faut pas l'imaginer aussi comme le label de qualité par excellence. Voilà. Les vignerons du film, par contre, je peux vous assurer que c'est des très bons vins. Mais... Le vin naturel se situe où par rapport à la biodynamie Alors le vin naturel, c'est un autre label. Jusque-là, il n'y avait pas de cahier des charges. Et là, ils sont en train de créer un cahier des charges justement parce qu'on s'est rendu compte qu'au travers de vin naturel, il y avait pas mal de gens qui utilisaient le mot vin naturel et qui n'étaient même pas en bio. Alors que quand on achète un vin naturel, on imagine que la viticulture est sans pesticides chimiques de synthèse, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Et là maintenant, ça s'appelle vin méthode nature, donc le vrai label. Et en fait, on a le droit de mettre vin naturel. Et moi, ça m'est déjà arrivé au restaurant, on dit, la personne, le sommelier me dit, non mais ça c'est un vin bio. Je dis non, en fait, ça vient pas du tout d'un vignoble qui est en bio. C'est bien marqué vin nature, mais donc il n'y a pas de... Là, normalement, il n'y a pas d'intrant il n'y a quasiment aucun intrant autorisé en vin naturel. Donc, et il y a un tout petit peu de soufre d'autorisé dans le label français, c'est-à-dire qu'on a le droit à 30 mg de soufre pour les rouges contre 180 mg, hein, pour vous donner un ordre d'échelle, et c'est 40 mg dans les blancs. C'est un peu plus compliqué les blancs parce qu'il n'y a pas les tanins qui sont... les tanins ont tendance à protéger le vin de l'oxydation, et en fait là pour les blancs en conventionnel on est à 210 mg maximum. Donc voilà, pour donner un ordre d'échelle, 40-210. Par exemple en Suisse, le vin méthode nature c'est 0, on n'a pas le droit de rajouter le soufre. Voilà. Moi personnellement j'arrive pas parce que mon vin il voyage un minimum, et je pense que le minimum de soufre qu'on utilise permet, en tout cas, si on buvait tout le vin à la cave ça serait parfait, mais c'est jamais le cas. Et après il y a aussi l'origine du soufre, parce que ce soufre, le problème c'est qu'on le retrouve dans tous les produits agroalimentaires. On le retrouve, l'exemple le plus typique c'est quand vous prenez un abricot à la Biocop, souvent il est brun parce qu'en fait il n'est pas traité au soufre. Quand vous prenez un abricot en sachet, et ben, souvent il est encore orange, et il est traité, de manière générale, il est traité au soufre. C'est le E220 sur les paquets. Et ce soufre-là, en fait, il vient du raffinage du pétrole. Et on l'utilise, voilà, les cornichons, la viande quand elle est bien rouge dans les étalages, c'est souvent traité au soufre. Vous l'avez dans les pois chiches pour qu'il reste bien blanc, pour pas qu'il brunisse. Et on en consomme beaucoup trop, peut-être en fait dans toute notre alimentation sans s'en rendre compte. Et le corps devient allergique à ce produit, effectivement. Est-ce qu'il devient allergique à tous ces bains de barbotage dans les bains de bauxite, d'aluminium et tout ça pour le raffiner du pétrole, ou alors, en fait, les industriels sont obligés de retirer ce soufre du pétrole parce qu'on ne doit pas le brûler dans nos voitures, parce qu'autrement on polluerait énormément.
Et par exemple, dans les paquebots qui circulent tout au long dans le pétrole brut, il y a 40 fois plus de soufre que dans le pétrole, que dans le gasoil qu'on a dans nos voitures. Voilà, pour vous donner un ordre aussi d'échelle. Et tout ça, bah voilà. Moi j'utilise du soufre volcanique qui vient des volcans, c'est pas des petits Indonésiens qui vont ramasser ça, hein, ça c'est extrait avec des machines en Pologne, et on utilise ce soufre-là. On est à la limite de la légalité aujourd'hui, mais on essaye de gentiment arriver à ce que de plus utiliser, en tout cas dans la viticulture biodynamique encore. C'est un peu une viticulture qui est des fois en avance et qui essaie de faire avancer les choses. Il y a beaucoup de vignerons qui utilisent justement ce soufre volcanique, mais on ne le dit pas trop parce qu'on est à la limite de la légalité par rapport à la loi. Et un jour, ce sera à mon avis reconnu parce que c'est des soufres qui sont beaucoup plus digestes. Et souvent, on a moins mal, on a pas mal à la tête le lendemain quand on l'utilise. Bon, en plus, on l'utilise de toutes petites doses, mais voilà. On peut continuer peut-être. Je ne sais pas si vous avez encore une question, mais après on peut toujours continuer de discuter autour d'un verre. L'équipe de l'association NR est disponible aussi pour répondre aux autres questions. Vous voulez dire un mot? Non, je voulais te demander comment tu voulais qu'on procède, par quel vin tu voulais qu'on commence. J'ai pas regardé les vins, mais il y a aussi mon vin, non? J'ai pas ramené ton vin. Ah ok, bon. C'est parce que je pense que ça aurait été presque... On commence par toi, on va le chercher, hein. Il y en a pas Ouais. tant. On l'a voulu le laisser au frais, c'est pour ça. Ouais, c'est un rosé de macération. Mais autrement, il y a deux vins donc, de la Biocoop qui seront là, et il y a un vin du film, c'est le Gros Domaine en Toscane. Et on peut... Ouais. Après, il y a un rosé et 3 rouges. Comment? Nature et Progrès par rapport au label, c'est un... Alors, sauf erreur, c'est une marque privée, Nature et Progrès, un petit peu comme peut être Déméter, c'est-à-dire que c'est une association qui le gère de manière privée, contrairement à un label comme le label Bio, qui est un label européen, qui est géré par l'Europe. C'est une petite association où il y a une cinquantaine ou une soixantaine de producteurs qui sont à l'intérieur. Il y a un cahier des charges assez exigeant, beaucoup plus exigeant que l'agriculture biologique. Et ça se développe, ils ont la volonté de ne pas se développer énormément. Aussi parce que c'est un peu dans les... ils veulent... Moi j'ai rencontré pas mal de gens qui voulaient pas que l'association se développe comme peut l'être Déméter, où il y a plus de 1100 personnes aujourd'hui. Donc après, voilà, il faut carrément des structures derrière qui sont assez conséquentes avec des équipes de formation, de contrôle, de tout ça. Donc c'est vrai qu'après on change d'échelle, mais ça permet en tout cas d'avoir une de changer aussi la viticulture. Puis c'était un peu l'objectif à la base de... Si on peut essayer d'utiliser moins de pesticides chimiques de synthèse un peu partout dans le monde, c'est quand même pas mal. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je pense. On entend parler de plus en plus du vin sans alcool. Alors le vin sans alcool, c'est aussi un peu par rapport aux habitudes de consommation dont je vous parlais tout à l'heure. Alors il y a plein de procédés pour enlever l'alcool, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'on fait du vin, et avec un procédé d'osmose inverse et de je sais plus quoi, en fait on enlève l'alcool du vin. Et évidemment on n'enlève pas que l'alcool, on enlève aussi un peu des arômes, mais c'est l'un des procédés apparemment les plus fonctionnels pour justement faire du vin sans de l'alcool. On va dire que pour celui qui conduit c'est pas mal. Il boit pas que de l'eau toute la soirée. Mais après ça reste ça reste quand même pas du vin. Mais voilà, ça a un peu le goût, mais il n'y en a pas beaucoup qui réussissent au passage des tests. Mais par contre, il y a des choses qui sont plutôt très bonnes aussi. Il y a des choses, j'ai goûté, c'est un peu plus cher que la moyenne, mais il y en a des pétillants là qui étaient pas mal, que j'ai goûté cet été là. Pourquoi pas, hein. On va dire que voilà, par rapport aux habitudes de consommation, je pense qu'il va falloir trouver des débouchés si on veut continuer à garder la viticulture. Hein. Donc si vous voulez, vous pouvez venir maintenant, on va servir un peu de vin. Merci à tous en tout cas. Et je vous dis juste, le film il sort le 15 novembre. En fait, là on est encore en avant-première, ça fait un peu plus d'1 an que je tourne avec le film. Il y a des affiches, je vous offre les affiches si vous voulez, si vous avez aimé le film. Et donc il y a aussi les flyers, n'hésitez pas à en parler. Le film n'est pas encore sorti, il sort le 15 novembre, et puis il y a encore une petite tournée qui arrive.